Bien, mes chers collègues, bonsoir. Je vais commencer par faire l'appel. Donc moi, personnellement, je suis présent. Madame Guérin, Madame Dardenne, Monsieur Pétieux, Madame Guigli a donné pouvoir à Madame Dardenne. Madame Bovetto a donné pouvoir à Monsieur Prorel. Monsieur Dufour. Pas exemple. Ah non, c'est Yvon Aiguier qui a donné pouvoir à Monsieur Jeffal. Je suis désolé. Monsieur Martinez m'a donné pouvoir. Monsieur Alain Prorel. Madame Marcello a donné pouvoir à Madame Guérin, mais arrivera avec un peu de retard. Donc en attendant, donner pouvoir à Madame Guérin. Madame Petelet. Monsieur Jeffal. Madame Jiménez. Monsieur Grisca. Il arrive. Madame Valdener vient d'arriver. Monsieur Monnier. Madame Mulac. Monsieur Vioujas. Monsieur Jean-Pierre Sevrez. Madame Forjoux. Monsieur Guglielmetti. Monsieur Guillermit. Monsieur Jean-Louis Chevalier. Monsieur Pierre Leroy. Monsieur Barnéou a donné pouvoir à Monsieur Vioujas. Madame Blanchard a donné pouvoir à Monsieur Galliano. Madame Alire a donné pouvoir à Monsieur Salle. Monsieur Galliano, présent. Monsieur Perly. Monsieur Émeric Salle. Monsieur Thierry Bouchier. Monsieur Olivier Font. Monsieur Fine Sébastien. Madame Arnaud Patricia. Et Monsieur Charles Perrineau, qui a le pouvoir de Madame Arnaud. Madame Arnaud. Voilà. Romain Grisca vient d'arriver. Monsieur Romain Grisca vient d'arriver. Voilà. Et avec les pouvoirs. Alors, nous allons d'abord nommer un ou une secrétaire de séance. Y a-t-il des volontaires? D'habitude, ils sont nombreux. Donc Ah, mais très bien, Monsieur Salle, merci. Et il me faut un secrétaire ou une secrétaire adjointe. Madame Mulac, fantastique. Très bien. Donc, je vous demande ensuite d'approuver le compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 23 octobre 2018. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Compte rendu des décisions du président prises au titre des délégations consenties par le Conseil dans le cadre des articles L2122-22, L5211-2 et L5211-10 du CGCT. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je le mets au vote, ce compte rendu. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Compte rendu des décisions du bureau qui sont prises au titre des délégations consenties par le Conseil conformément aux dispositions de l'article toujours L2122-22, L5211-2 et L5211-10 du CGCT. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Et nous allons mettre le dernier point, c'est le compte-rendu des arrêtés du président. Y a-t-il des questions? Il n'y en avait pas d'ailleurs. Donc si à partir il n'y en a pas, il n'y a pas de questions. Bien, donc nous allons commencer les débats. La première question que nous allons soulever concerne les ressources humaines et l'administration générale, et c'est M. Sébastien Fine qui rapporte. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc, concernant les ressources humaines, la première délibération concerne la création du régime indemnitaire de la filière culturelle. Pour rappel, nous avons engagé une démarche, cela fait un peu plus
de 8 à 10 mois. L'idée, c'était de, suite à la sollicitation par un représentant élu du personnel au niveau du conservatoire, c'était de regarder un petit peu ce qu'en était le régime indemnitaire de cette filière. Alors on s'était retranché, regardé, en fonction de ce qui nous avait fait remonter, on avait regardé un petit peu sur quelle délibération s'appuyait le versement de cette prime. Il y en avait plusieurs. Il y avait une délibération de 1999, une délibération de 2000, une délibération de 2003. Suite à l'étude de ces délibérations, il nous a semblé opportun quand même de demander à la préfecture de regarder quelle était la légalité de ces diverses délibérations, puisque certaines n'étaient pas abrogées, donc il fallait qu'on sache un petit peu plus. Et en l'état, la préfecture nous dit que clairement la délibération de 99 n'était plus exécutoire, celle de 2003 semblait irrégulière, et que seule la délibération de 2000 mérite d'être mise à jour afin de préciser les éléments, notamment la liste des bénéficiaires, le montant annuel et individuel de cette indemnité en euros, la part fixe, les critères d'attribution et la part modulable. Donc là-dessus, nous avons décidé de créer un groupe de travail avec les personnels du conservatoire et notamment les enseignants, qui s'est réuni plusieurs fois au printemps dernier, donc le 5 juin, le 25 et le 3 juillet, afin de déterminer les critères d'attribution de cette prime. La prime des enseignants se décompose en deux parties. On appelle cette prime l'ISO, l'indemnité de suivi et d'orientation. Elle se compose d'une part fixe et d'une part variable. Concernant la part fixe, lors des premières réunions, nous avions regardé un petit peu ce qui pouvait être fait. Il a été décidé, après diverses consultations et discussions, de conserver une part fixe identique à l'ensemble des agents, modulée en fonction de leur temps de travail, d'une hauteur d'une centaine d'euros de tête. Pour la part variable, il fallait également attribuer des critères. Il nous semblait, donc compte tenu des personnels, il fallait qu'on arrive à attribuer des critères. Donc lors des discussions, il a été retenu que l'attribution des critères, et notamment au niveau du conservatoire, je signale aussi, j'en ai pas parlé, mais que les deux personnels du centre artistique des Beaux-Arts font également partie des personnels qui sont impactés et concernés par cette ISO, hormis le directeur. Donc du coup, ce qu'il a été décidé au niveau de cette part variable, c'est de regarder un petit peu les critères. Il se trouve que dans les structures que nous avons, qui sont des structures qui sont des conservatoires et le centre des Beaux-Arts, qui ne sont pas des structures énormes, il me semblait délicat de trouver des critères objectifs. Donc ce qu'il a été décidé, puisque chacun des enseignants effectuait les mêmes missions, c'était de partir sur la part variable, sur les mêmes critères. Il a été décidé d'un commun accord de conserver l'enveloppe qui était attribuée jusqu'à l'heure actuelle au niveau de la part variable. Nous avons légèrement augmenté l'enveloppe de la part fixe, mais nous avons conservé l'enveloppe de la part variable. Et cette enveloppe pouvait se décomposer en deux parties. Elle pouvait être décomposée de deux manières. La première manière, c'est de tout mettre dans un pot commun et de diviser par l'ensemble des enseignants, et cela aurait fait la part variable à chacun des enseignants, ou de séparer les deux catégories, la catégorie A et la catégorie B, qui composent nos centres d'enseignement artistique du territoire, et de regarder les enveloppes séparées et de les diviser par le nombre d'agents. Donc au cours des discussions, il a été validé et accepté, et la proposition a été faite au mois de septembre lors d'une assemblée générale en début d'année scolaire à l'ensemble des personnels, qui a été acceptée à l'unanimité, de conserver les enveloppes par type de catégorie et de les scinder par le nombre d'agents qui étaient dans ces catégories. Ainsi, nous arrivons donc sur le projet de délibération qui vous est demandé. Donc, le conseil communautaire est appelé pour le conservatoire à rayonnement intercommunal du Briançonnais, l'atelier des Beaux-Arts, à titre de l'indemnité de suivi d'orientation des élèves. Donc la part fixe liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes, en particulier suivi à titre indicatif au 1er février 2017, le montant était de 1 213,56 € versé sous forme mensuelle, soit un montant de 101,13 € brut, donc pour l'ensemble des agents qui ont une quotité de temps de travail de 100%, sinon après c'est indexé en fonction de leur quotité de temps de travail.
Au titre donc de décider d'attribuer également une part variable aux agents titulaires et stagiaires contractuels relevant des cadres d'emploi professeurs d'enseignement et assistants d'enseignement. À titre indicatif, le montant correspondant au taux moyen annuel par agent de la part variable maximale est de 1 425,84 € pour un montant de 118 € brut, les taux étant indexés sur la valeur du point indiciaire. Donc il est attribué à 33,3% du montant correspondant du taux annuel par agent de la part variable aux agents titulaires, stagiaires, contractuels relevant du cadre d'emploi de professeurs d'enseignement artistique. Donc c'est les catégories A, il y a 3 personnels, donc d'où les 33%. 100 divisé par 3, 33%. Et pour les autres, concernant la part pour les catégories B, on est à 68,94% du régime. Ensuite, au titre de l'indemnité forfaitaire des travaux supplémentaires des professeurs d'enseignement chargés, toujours pareil, il vous est proposé dès le 1er février 2017 d'attribuer le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 1 488 €, les taux étant exercés sur les valeurs du point indiciaire de la fonction publique. Et au titre des indemnités des heures supplémentaires d'enseignement, d'attribuer les indemnités d'heures d'enseignement aux agents titulaires, stagiaires, contractuels effectuant un service excédant les maxima de service hebdomadaire. Donc le maxima c'est 20 heures et on a un maximum de 5 heures supplémentaires pour les agents. Pour les professeurs d'enseignement artistique et les assistants d'enseignement artistique. Les professeurs d'enseignement artistique font moins d'heures. Désolé, c'est comme ça. L'abrogation des précédentes délibérations relatives au régime indemnitaire de la filière culturelle, donc d'abroger la délibération du 17 juillet 1999, du 28 janvier 2003, et ainsi d'abroger la délibération numéro 14 du 21 octobre 2006 relative à l'IFTS de la filière culturelle. Ces nouvelles dispositions pourront rentrer en application dès le mois de décembre, le 1er décembre. Les commissions AGF et la commission culture ont émis un avis favorable. Des questions concernant cette délibération qui me semble être une bonne négociation, qui équilibre la situation et qui répond aux demandes des uns et des autres. Pas de questions? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Transfert à la CCB de l'agent de Val-des-Prés en charge du tourisme, Monsieur Finn. Donc je vous rappelle que la communauté de communes exerce la compétence tourisme, dont la création d'office du tourisme pour les communes de Lagrave, Villard-d'Arène, Villars-Saint-Pancras, Val-des-Prés, Névache, puis Saint-André, puis Saint-Pierre et Servières. C'est la loi qui l'impose et la loi Montagne 2 donnait la possibilité aux communes ou stations classées ou en cours de classement de pouvoir déroger à cette règle. La commune de Val-des-Prés dispose d'un agent qui exerce ses missions de tourisme qui ont été transférées, qui veulent être transférés à la CCB. Donc il est proposé de transférer l'agent de Val-des-Prés en totalité, conformément à l'article L5211-4 du CGCT. Je vous rappelle qu'on avait au printemps dernier établi des conventions quadripartites, je crois, dont le contrôle de légalité nous avait fait part de leur irrégularité. Donc il faut pouvoir régulariser la situation de ces agents. Et le contrôle de légalité par les services de l'État nous avait donné des solutions, et notamment de transférer l'agent de Val-des-Prés à la communauté de communes, et ensuite de raisonner par des conventions entre la communauté de communes et l'Office du tourisme intercommunal, dit Office du tourisme des Hautes-Vallées. Une fois transféré, donc l'agent sera affecté à des missions de tourisme et pourra être mis à disposition de l'Office du tourisme du Briançonnais, c'est ce que je vous ai dit. Il a été rencontré le 20 août 2018 afin de lui présenter la fiche d'impact décrivant les principales évolutions que générera ce transfert. La proposition de transfert de l'agent a été également présentée en conseil technique en CT le 24 septembre et a émis un avis favorable. Également, la commission administration générale et finances avait émis un avis favorable. Pour votre parfaite information, le volume général d'heures annuelles travaillées est de 1507 heures. Les congés de jour formation, 5 fois les obligations hebdomadaires plus un jour de fractionnement, RTT 0. Et pas de délibération prise de la collectivité d'origine pour instaurer un CET.
Mais pour l'instant, pour le CET, c'est le contrat épargne-temps qui est mis en place dans notre collectivité, qui n'était pas mis en place dans la collectivité d'origine. Voilà, donc l'agent bénéficiera également de ce CET. Ensuite, concernant la délibération, vous l'avez tous et toutes sous les yeux. Je ne vais pas vous la relire entièrement, je vais simplement tracer les grandes lignes. Donc c'est la loi... Pardon ? C'est la loi du 7 août 2015 qui fait partie de la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, qui transfère donc ses compétences. Vous avez la délibération du 19 décembre 2017 qui crée l'Office du tourisme du Briançonnais sous forme associative. Vous avez les avis de la commission d'administration générale, du comité technique et également du bureau en date du 22 octobre. L'agent fait l'objet d'un transfert, a été rencontré le 20 août, je vous l'ai dit. On a un accord écrit de l'agent en date du 3 septembre qui accepte les modalités du transfert. Donc on vous demande de décider de la création de l'emploi à temps complet à rayon de 35 heures par semaine, d'approuver les transferts d'un agent par voie de mutation provenant de la commune de Val-des-Prés, d'autoriser Monsieur le Président à signer les arrêtés et d'inscrire les crédits au budget, en sachant que ce transfert fera également l'objet lors des prochaines réunions de la CLECT, de la discussion autour des attributions de compensation également pour la commune de Val-des-Prés. Il est financé comment ce poste? On va plus vite que la musique. La CLECT ne s'est pas réunie et aujourd'hui on affecte un poste à la CCB qui va être pris en compte par les 13 communes. Je ne comprends pas. Où est l'urgence qu'on définisse, qu'on réunisse la CLECT, qu'on définisse la part qui revient à Val-des-Prés. Le reste, c'est a priori, si j'ai bien compris, pour collecter la taxe de séjour. Ce n'est pas aux 13 communes à financer d'ailleurs le solde de ce poste. Et il faudrait que le transfert de la collecte de la taxe de séjour soit aussi voté par les communes. Pas sûr. Pourquoi on se précipite là? On ne se précipite pas, monsieur, vous le savez très bien. Ça y ressemble. Non, on n'est pas pressé à ce point-là. Simplement, on veut que les choses soient prêtes au moment où, effectivement, la CLECT se réunira. La CLECT ne va pas prendre en compte cette problématique du personnel. Il y a bien des AC quand même qui vont être... Donc, il faut que la CLECT sur ces AC. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend la décision avant la... Aujourd'hui, c'est la coupe. Il n'y a pas d'idée de dire qu'il ne faut pas le faire. L'idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on prend cette délibération avant que la CLECT se soit réunie, c'est tout. Des questions apportant d'autres questions. À l'heure actuelle, est-ce que la commune de Val-des-Prés est en capacité de rémunérer un agent sur une compétence tourisme qu'elle a perdue légalement? C'est des associations. Les autres étaient également intégrés dans l'association, donc l'association... Il y a urgence à réunir la CLECT, pour ça, voilà. Ah oui. on demande des AC de la... Tout à fait. Parce que... Donc, je suis d'accord, dès la semaine prochaine, c'est une bonne idée. Non, mais c'est la... Mais c'est vrai que l'urgence, c'est la clé. C'est la CLECT. On ne sait pas. Si la CLECT décide que Val-des-Prés finance à 50%, vous avez tous, 50% qui reste. vous avez tous et toutes reçu des AC provisoires qui prennent en compte cette situation. Donc clairement, pour l'instant, la CLECT ne s'est pas réunie, mais les AC provisoires qui ont été distribués, qui ont été envoyés à chacune des communes au mois de juin et dont la délibération a été prise ici aussi au mois de juin, prend en considération cet agent-là. Oui, à 75% de mémoire pour Val-des-Prés, qui finance les 25% qui restent. Les 13 communes. Merci. Aussi. Alors de mémoire, je crois que vous dites 75%, moi de mémoire j'ai souvenir de 100%, puisque l'agent tourisme devait être recruté à hauteur de 100%. Quelle que soit la destination, puisqu'il y avait des destinations d'autres collectivités, dont celle de Servières, et le global faisait un peu plus de 100%, je crois, même 100%, je crois bien, des deux côtés. Après, les négociations ont fait que, sur la commune de Servières, les discussions entre techniciens ont fait valoir que finalement, il n'y avait pas de possibilité de récupérer une partie, une quotité de l'agent. Je raconte pas de bêtises. Mais au total, l'agent qui devait être affecté sur le tourisme sur la collectivité était une quotité de 100%. Et je crois que les AC correspondent, provisoires, assez à cette situation-là. Vous croyez? On ne va pas reprendre le débat. À Servières, il faut 1/10 de TP pour faire le tourisme. À Val-des-Prés, il en faut un complet. Moi, j'ai toujours pas compris, mais enfin, c'est comme ça. Dans la discussion initiale, on était à 1 ETP sur l'ensemble supplémentaire, sur l'ensemble de la CCB, en considérant les divers
office qui était ouvert par saison, et il a été aussi considéré, moi au départ, C'est pas réuni. Non, mais de toute façon, par principe, les 100% du poste seront payés par Val-des-Prés dans le cadre de l'attribution de compensation. Donc à la limite, Les réunions sur la clé, que ça mais soit pas de clair. problème. Les provisoires. Mais les autres, mais on a les assez. déjà été affectés. On les a. Enfin, sur C'est j'en fais régularisé les la situation de la- Ces communes-là, Mais si, vous, vous savez bien. vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais ces communes-là ont déjà vu leur attribution de compensation diminuer. Ah ben, pour Val-des-Prés, c'est 25 000 € à reverser à la communauté de communes, en considérant qu'on reverse la taxe de séjour, qui fait à peu près... Non, mais c'est pour dire, Oui. mais c'est provisoire. Oui. On le sait, mais il faut avancer. Après, autre aspect, l'OTB, là, ça devient l'armée mexicaine. Il y a combien de personnes? Allez, on va reprendre le débat. Eh oui. Et 8 personnes. Oui. Il va y avoir de réactivité, je pense. Hein. Personnel intégralement financé par les communes qui en font partie. Non, c'est pas vrai. Personnel en partie financé par les communes qui en font partie, et le complément est quand même financé par l'ensemble de la communauté de communes. Lequel Quel complément? Lequel complément Lequel complément Lequel Le montant de l'allocation qui est versée à l'OTB est supérieur à ce qui est prélevé sur les communes. Non. Sinon, Non. il va voter. Il y avait 20 000 qui avaient voté en supplément. Il y a 20 000 € qui ont été votés. Une en fois. supplément. Quel était le montant de l'année dernière des mais c'est pas les 350. 20 000 Oui, non, mais c'est C'est vrai. C'est vrai. Ne dites pas non systématiquement. Mais ça, Moi aussi, je travaille les dossiers. oui, non, mais voilà. Après, il y a une délibération du conseil communautaire qui est souverain, qui l'a accepté. Voilà. Oui, mais pas pour gonfler les effectifs. Mais les effectifs n'ont pas été gonflés puisqu'on Le seul poste d'adjoint, elle a reçu le concours de rédacteur. La semaine prochaine, on va présenter le fait que c'est un rédacteur avec un salaire supérieur, etc., qui va être pris en charge par la tête, j'espère. Non, J'avais refusé de payer. Donc là-dessus, en fait, moi, il me semble que on est quand même assez clair dans la procédure. Alors si certains conseillers communautaires veulent encore s'exprimer, pour moi, il me semble qu'on est assez clair. C'est-à-dire que l'on a appliqué la loi, que l'on a mis en place ces attributions de compensation dès le printemps provisoire, de telle sorte à anticiper ces choses-là, et qu'on était, souvenez-vous, on était sur un ETP qui concernait plusieurs communes. Je le redis, la commune de Villars-Saint-Pancras également avait regardé si une partie d'un ETP pouvait rentrer à l'intérieur. Compte tenu de la faible quotité de cet ETP, la commune avait décidé de pas la mettre, et ça a été exactement la même discussion avec Servières, on était sur une quotité de 1 ETP. Moi, j'ai vraiment ça dans la tête. Hein. De toute façon, sur les personnels, c'est purement et simplement la reprise des personnels existants, donc c'est des transferts. Pour ce qui est de la collecte, M. Chevalier et moi-même, nous portons garant effectivement du fait que les choses seront calculées véritablement en fonction des dépenses engagées, et Val-des-Prés paiera 100% du salaire qui est transféré. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est pas contesté par la commune de Val-des-Prés. Ensuite, les décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée Générale de l'association avec les élus présents et les sociopros sont des décisions qui me semblent, compte tenu des retours que nous avons, qui sont des décisions raisonnables et qu'il n'y a pas de dérive au niveau de la gestion de cette association, il n'y a pas de dérive financière ni autre, puisqu'on est souvent amené à trancher sur des... nous étions souvent amenés, puisque maintenant je ne fais plus partie de l'association, mais à trancher sur tout ça, quoi. Je vous en prie, monsieur l'ermite. Un mot non pas sur la forme, mais sur le fond. Pardonnez-moi. Oui, monsieur le Président. Un mot sur le fond plutôt que sur la forme, même si j'entends tout à fait les assurances qui sont données par les deux collègues qui sont responsables de la collecte de voir le transfert intégralement fait de la commune d'origine, peu importe l'ensemble des communes d'origine. Sera-t-il envisagé un jour ou l'autre d'organiser une complémentarité entre les trois structures qui contribuent au tourisme du Briançonnais, l'Office du tourisme communautaire, l'Office du tourisme intercommunal et l'Office du tourisme communal?
Pourquoi? Parce que j'ai été fait un tour dans les Pyrénées, enfin c'était pas un tour dans les Pyrénées, mais c'était tout de même un voyage de travail, et j'ai pu apprécier le fait que l'ensemble de ces communes qui recouvrent, c'est pas à l'échelle de la communauté de communes, 100 ans, mais qui recouvrent des stations qui vont de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, se réunissent pour savoir quelle allait être leur destinée d'ici à 30 ans. Et bien évidemment, les questions financières sont des questions qui sont très importantes, mais les questions à la fois de cahier des charges, de perspectives, de travail en commun. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du bien-être, par exemple, c'est une des thématiques qui se développe dans les Pyrénées. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du patrimoine, et Dieu sait si Briançon est au centre de ce type de ressources à laquelle on veut bien accéder, parce que bon, Genève, c'est le fort du Chaberton, si je partage la Villers-des-Prés, c'est le fort du Grand-Grand, et autre chose du genre. Et je ne sais pas, je ne vous demande pas de vous prononcer aujourd'hui, bien évidemment, parce que je ne suis pas là pour autre chose que de vous proposer une réflexion qui soit avec l'ensemble des élus que je salue et que je félicite, puisqu'ils sont en charge de nouvelles responsabilités. Comment on peut organiser ça et faire, j'allais dire, un pôle, peu importe une entreprise, peu importe, à trouver la bonne formule, pour qu'on soit, à défaut de plus performant, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas performant, mais qu'on essaie de s'inscrire dans un contexte de modernisation dont je souhaite que vous partagiez, parce que je vous ai déjà posé la question, savoir l'impact du cœur de ville sur l'environnement économique et social, parce que vraiment ça nous préoccupe. Sur le point de savoir où en est la communauté de communes, et je sais qu'elle avance, je salue ceux qui le font, en termes de numérique, et puis ce qui concerne les saisonniers, parce que comme vous le savez, je ne vais pas rappeler Montgenèvre, on a fait la demande au mois de mars, mais bon, c'est un hasard. La préfecture a répondu qu'il fallait qu'on donne des explications, on les a données, et puis maintenant qu'on les a données, elle dit que la communauté de communes se prononce. Alors, vous êtes intervenus, je vous en suis reconnaissant, mais il faut aller au bout, parce que on parle des stations classées, mais on y attache du prix, parce que vous connaissez le potentiel économique sur lequel la communauté de communes du Briançonnais fonctionne, et les stations ne sont pas des moindres de cette composante économique et sociale. Voilà, très simplement. Non mais, Guy Hermitin, Monsieur le Président. Je suis, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ravi de vous entendre tenir ces propos. Ce sont des propos que nous avons tenus maintes et maintes fois. Oui. J'ai rêvé depuis longtemps de n'avoir qu'une seule structure sur le territoire. Et vous savez comme... Oui, j'ai rêvé de n'avoir qu'une seule structure. Laissez-moi m'exprimer. Vous exprimerez ensuite. Sur le territoire, et que cette structure se compose à la fois de Montgenèvre et de son rayonnement italien, de l'Office de tourisme du Briançonnais, qui, je le rappelle quand même, en termes de possession, possède la vallée des Fonds, le col de l'Isoard, la vallée étroite, la vallée de la Clarée, le terrain des Ailles, puis Saint-André et la Meige. Tout arrive à qui s'y attendre. Voilà. Mais là-dessus, je pense... tu as fait le constat dans les Pyrénées d'une alliance qui allait de l'Atlantique à la Méditerranée. Notre territoire n'est pas aussi grand, mais je pense qu'on pourrait faire aussi bien. Donc là-dessus, moi, je suis complètement... Mais alors, j'adhère des deux pieds, des deux mains et plus. Hein. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Concernant la problématique des saisonniers, on fait ce qu'il y a à faire et on continuera à le faire. Concernant le numérique, alors là, on peut en parler. On a eu un débat au conseil départemental, pas plus tard que la semaine dernière, où on constate aujourd'hui que les problématiques ne sont pas aussi simples. Il fut un temps où les départements du 04 et du 05 avaient créé une structure, un syndicat mixte qui s'appelait PACA-THD, 04-05, qui se trouve qu'entre-temps, la région est intervenue, que le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône sont rentrés dans l'opération, et qu'aujourd'hui, eh bien, on est tenu un petit peu à l'écart des débats. Le Var vient de récupérer Orange pour son installation. 04-05, il y a un conflit aujourd'hui entre la structure existante qui a une DSP et SFR. SFR est prêt à payer le rachat de ce que coûte effectivement l'opération de désengagement par rapport à la DSP.
mais ce n'est pas encore acquis. Il y a une réunion qui doit avoir lieu cette semaine, je pense demain ou après-demain, au niveau du département. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait un vrai débat avec les élus sur cette question, parce que le choix qui serait fait de rester à l'intérieur de PACA-THD, ça veut dire quand même 20 000 foyers qui ne seront pas reliés. Voilà. Donc, aussi bien Montgenèvre que l'ensemble des collectivités intéressées par ce projet, effectivement, on attend depuis trop longtemps, parce que le syndicat mixte, il a été créé maintenant il y a bientôt 6 ans, et qu'il a accouché pour l'instant de rien du tout, et qu'on est dans des petites pratiques que je ne peux pas encore définir, mais qui me semblent un peu particulières, et qui font qu'aujourd'hui, des territoires comme le nôtre, qui auraient urgemment besoin d'être reliés au numérique pour pouvoir effectivement être performants et plus performants encore, ben aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, moi, personnellement, j'appelle de mes voeux, effectivement, ce travail et ces choix. Et je pense que cette semaine, ces choix seront proposés. Et j'espère qu'ils iront dans le bon sens pour notre territoire. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci, Monsieur le Président. Précision, Monsieur le Président, je reprends la délibération des attributions de compensation provisoire enregistrées en partiture. Pour Val-des-Prés, c'est 24 000 euros. Je ne pense pas que ça soit un poste complet. Non, mais diminuer des taxes de séjour. 24 650. Non, diminuer des taxes ça de c'est la séjour. fonction de compensation. Bien. Moi j'ai Les séjours, elles ne sont pas affectées à la communauté. deux petites choses à rajouter. Dans la somme globale, il y a les plus. Dans les tableaux, il y a les plus et les moins. Il y a les dépenses et les recettes, et l'attribution de compensation correspond à ça. On les a. Moi, je rajouterai deux choses. Donc, je suis extrêmement satisfait de la position de Monétier, de Montgenèvre. Vous la connaissez déjà. Hein. Bien sûr. Mais qu'elle soit évoquée ici en conseil communautaire aussi ouvertement, c'est important. Je rajouterai deux choses et deux propos qui avaient été tenus autour de cette table. Déjà, le premier qui a été tenu il y a moins d'une demi-heure par Anne-Marie Forjoux. Faisons une réunion la semaine prochaine. Je pense que c'est plus important que l'attribution de compensation, c'est qu'on puisse, au travers de ces offices, se réunir peut-être dès la semaine prochaine. Et la deuxième chose, je reviens sur ce que disait Romain Grisca il y a 6 mois de ça, sur par exemple le groupe Volkswagen qui regroupait Porsche et qui expliquait que le chapeau, peu importe le chapeau, mais que les déclinaisons intérieures et les marques intérieures étaient importantes et devaient être gardées. Et je trouve que dans les discussions, puisqu'on pourrait avancer autour de tout ça, c'est quelque chose qui pourra nous faire avancer. Concernant la maison des saisonniers, nous avons assisté à la même réunion, je crois, au niveau de la préfecture à Gap, et j'avais cru comprendre qu'on pouvait rapidement aussi se mettre autour de la table au niveau de la communauté de communes, puisque j'ai vu des actions qui étaient menées par exemple dans le Dévoluy, qui sont un peu assez proches de ce que souhaitait mettre en place la collectivité. Donc voilà, au niveau de la CCB, il n'y a pas de contrainte particulière. Il faudrait qu'on puisse arriver à se mettre autour de la table et qu'on fasse converger les études et les choses que vous avez pu faire au niveau des diverses stations, notamment sur le recensement de ces logements, pour qu'on puisse peut-être arriver à quelques décisions ensemble aussi. Si je peux me permettre juste rajouter sur les saisonniers, je pense que c'est extrêmement important de se mettre autour de la table et de faire converger les besoins que chacun a identifiés. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs projets, plusieurs possibilités. Donc je pense que le tour de table est indispensable, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une maison des saisonniers à Briançon qui a bien évidemment tous ses avantages, mais bien évidemment beaucoup d'inconvénients. On s'aperçoit qu'au niveau du bassin des saisonniers, dans la vallée, c'est très compliqué de les loger, justement. On les loge de plus en plus parce que c'est très compliqué de les faire bouger. Donc aujourd'hui le logement est très demandé en station. Donc nous on a quand même collecté pas mal d'informations, et je pense qu'il est vraiment nécessaire que chacun exprime ses besoins, ses envies et les façons dont on pourrait les mettre en cohérence. C'est vrai.
Il me semble que cette convergence-là est extrêmement importante. Hein, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que le bureau suite au courrier adressé par la commune de Montgenèvre, il y aura un représentant de la Comcom qui assistera également. Voilà. Oui, bien sûr. Et le courrier que tu m'as fait va dans ce sens. C'est hyper important. Parce que bien sûr. L'ensemble de ce qui est cette politique, elle ne se limite pas au logement. Elle se limite à la formation, elle se limite à l'intégration, elle se limite aux familles recomposées. Bien sûr. Ah oui, c'est con. D'autant plus que si on ne le fait pas institutionnellement, on aura des difficultés. Voilà. Ceci dit, on se heurte quand même toujours au même problème par rapport à la maison des saisonniers à Briançon. Du 7 décembre jusqu'à fin mars, c'est plein. C'est plein. Mais après, et Guy a le même problème à Montgenèvre, où il a mis en place effectivement une structure HLM, c'est Erilia, je crois. 21 appartements. Voilà, 21 appartements. Il n'a pas de problème, il n'aura pas de problème à partir du moment où la neige arrive jusqu'à la fin de la saison. Le problème, c'est après. Donc, la problématique qu'on a tous et qui se pose de manière forte, parce que l'été, on pourrait dire, il y a tous les gens du BTP qui viennent, il y a pas mal de choses, sauf que, malgré le fait qu'on ait sollicité les entreprises, ils ne viennent pas pour X raisons, mais ils ne viennent pas. Donc on se trouve avec une structure qui, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre, est remplie à 30%. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème financier pour les collectivités. Absolument. Alors pour avoir travaillé jusqu'à il y a quelques mois sur ce dossier de la maison des saisonniers, on s'aperçoit effectivement que les entreprises ne veulent pas être logées. Par contre, elles veulent bien être logées dans les logements saisonniers de station. Et ça, on le fait tous les jours. Voilà. C'est bien. Donc on s'aperçoit que du logement à Briançon, il y en a et c'est très bien, il est complet, il en faut. Seulement il faut aussi du logement en station pour répondre à une demande qui est là toute l'année. Mais personne ne s'y est jamais opposé. Non, mais c'est bien pour ça qu'il faut que cette réflexion, on a tous collecté en récoltant ces questionnaires beaucoup d'informations, et comme le disait justement Guy et Aymeric, il y a dans les questions des saisonniers et des employeurs, il n'y a pas que l'hébergement, il y a la mobilité, il y a la formation et il y a la santé. Donc il faut qu'on se mette autour de la table pour répondre à toutes ces problématiques. Oui, c'est dans le sens hiver, entreprise, on ne les assure pas, c'est pas difficile. Mais c'est surtout dans le sens station. Et par ailleurs, la préfecture, parce que, comment s'appelle-t-il, Sébastien s'en souvient, ils ont inversé, lors de la dernière réunion, la position du comité de pilotage dont on doit décider de la composition, dont on devait décider de la composition à la fin de la procédure. Et maintenant, il a été arrêté qu'on pouvait justement, et même on devait affirmer officiellement la composition du comité de pilotage, et j'ai demandé à la CCB de désigner son représentant. Puisqu'il y a un représentant de la CCB, un représentant de la préfecture et un représentant d'Action Logement. Et par ailleurs, s'agissant d'Action Logement, que ce soit en Haute-Savoie, que ce soit en Savoie, dans le 04, ils ont des actions sur lesquelles il faut se pencher, parce qu'elles vont dans le sens de ce qui peut être la sécurisation du loueur, dont on manque. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours peur de ne pas être payé, et tu le sais bien quand tu as évoqué il y a quelques instants ce qu'on a pu faire à Montgenèvre, sans garantie du loyer, on a du mal à bénéficier de la possibilité d'occuper les logements. Voilà. Mais je réitère la demande, il faut que tu procèdes aux formalités destinées à faire en sorte que dans la commission de Montgenèvre sur la question des saisonniers, il y a un représentant avec celui du préfet, avec celui des Actions Logement. Ok, Sébastien, à toi. Bien.
Bon, pour conclure sur ce côté attribution de compensation, etc., j'ai devant moi un tableau qui n'a pas été édité aujourd'hui, qui fait état de l'ensemble des dépenses et des recettes sur les missions tourisme depuis 2014 jusqu'en 2016, les 3 dernières années. Commune de Val-des-Prés, dépenses 35 704,33, recettes 11 062,67, attribution de réduction des attributions de compensation 24 641,67 €. Voilà, donc 4 contre, abstention, 3, 4 abstentions, 5, voilà, merci. Alors, délibération suivante concerne la modification du tableau des effectifs, c'est toujours à toi. Donc il vous est proposé de modifier le tableau des effectifs au niveau de la communauté de communes, donc au titre des emplois non permanents. Concernant le service gestion et valorisation des déchets, donc la communauté de communes sollicite la création de 7 emplois non permanents à temps complet à raison de 35 heures par semaine sur le grade d'adjoint technique pour une durée de 4 mois pour faire face donc à l'augmentation l'augmentation du travail saisonnier, notamment pour la collecte et la collecte des ordures ménagères, chauffeurs et reapers également, pour la saison hivernale 2018-2019, au titre de l'accroissement saisonnier d'activité de la loi de 1984. Nous recruterons effectivement que 6 agents, et on préfère quand même créer 7 postes pour garder le 7e emploi ouvert en cas de besoin exceptionnel. Je vous rappelle que l'année dernière, la collectivité avait recruté au titre et dû à l'enneigement 3 personnels pendant 3 semaines, je crois, ou un petit mois, de telle sorte à faire face aux conditions climatiques. Concernant donc la création de ces postes générés pour 4 mois, donc il n'y a rien de nouveau, chaque année c'est quelque chose qui se fait chaque année. Simplement, depuis 1 an et demi que le service a été repris au niveau des RH par Madame Chauvel et son équipe, il est préférable et il est légal de pouvoir faire une délibération autour de tout ça. Donc le coût de ces 7 postes, 77 000 € plus prime de fin d'année à proratiser en fonction du temps de présence. La commission AGF a donné un avis favorable et le bureau également en date du 22 octobre. On fait l'ensemble ou on détaille pour chacun ? On fait l'ensemble. Concernant la crèche de Briançon, le commis de cuisine actuel, les crèches de Petit Clou, va terminer son congé longue maladie de 3 ans au 15 janvier de cette année. Le comité médical se prononcera pas avant la mi-décembre et il est vrai qu'il est extrêmement compliqué de recruter sur ces périodes-là. On connaît le côté saisonnier de notre territoire et il nous a semblé préférable de créer, donc de recruter en amont pour assurer ce rôle de commis de cuisine, un personnel sur lequel on peut s'engager dans la durée. Parce que des contrats de quelques mois ou de 1 mois, au partir du mois de janvier, ça va être très compliqué et la crèche risque d'être mise en difficulté. Je vous rappelle que cette crèche libre également les repas, donc la crèche Petite Boucle livre les repas pour la crèche Guisane. C'est, je sais plus, 40 repas jour, je crois, peut-être même un peu plus, la destination, c'est ça ? 30, 40 ? Voilà, donc c'est une quarantaine de repas jour qui est livré. Voilà, et que bon, pour l'instant le cuisinier a réussi à se débrouiller avec les moyens du bord et surtout ses connaissances, mais que pour la saison hivernale il est quand même important
d'assurer ce service également. Donc voilà ce qui vous est proposé. Donc il est proposé la création d'un emploi non permanent sur le grade technique, des grades d'adjoint technique à temps complet à raison de 35 heures sur la loi de 1984, accroissement temporaire d'activité. Donc c'est vrai que c'est un coût supplémentaire pour la collectivité d'environ 12 050 €. Le bureau a émis un avis favorable et la commission AGF également. Et concernant la crèche de Briançon, il y a une régularisation au niveau du tableau des effectifs sur le grade d'auxiliaire de périculture principale, deuxième classe à temps non complet, à raison de 17h30 hebdomadaires, afin de recruter une auxiliaire de périculture qui sera chargée d'accompagner un jeune enfant dans situation de handicap. Le coût généré par cette création de poste sur l'année entière est de 17 800 €. Pour l'instant, nous avons donc un arrêté du département qui nous aide à hauteur de 4 900 € d'octobre à décembre. Donc il est possible que cette subvention soit prolongée. La commission administration générale et finances a émis un avis favorable, le bureau également. Pour l'instant, compte tenu des 3 mois qui se sont écoulés, on est au-delà de l'équilibre, donc la subvention versée compense le salaire de la personne recrutée. On va voir maintenant pour la prochaine partie de l'année. Au titre des emplois permanents sur le pôle développement et aménagement du territoire, donc la communauté de communes sollicite la création de 2 emplois permanents, l'un sur le grade d'adjoint administratif principal deuxième classe, l'autre sur le grade d'adjoint du patrimoine principal deuxième classe. Le coût généré par la création de ces 2 emplois est d'environ 1 000 € pour nommer 2 agents qui ont réussi le concours. La commission administration générale a également donné un avis favorable en date du 18 octobre et le bureau en date du 22 octobre. Et concernant dernier point, pour la crèche de Briançon, donc la création d'un emploi sur le grade d'auxiliaire de périculture principale deuxième classe à temps complet à raison de 35 heures, sur la base de l'article 3.4 de la loi de 1984. En effet, lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3.2 et 3.3, ce qui est le cas ici, est inscrit sur une liste d'aptitudes d'accès au cadre d'emploi dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est au plus tard, au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale. Donc il est proposé de stagiairiser cette personne compte tenu de la loi. Par contre, la collectivité aura un gain une diminution de rémunération, une diminution de poste de 3 643 € puisque l'agent, par rapport à l'agent qui part à la retraite, puisque l'agent rentre sur la base de la grille. Mais il faut savoir que cet agent-là aura sa poursuite de carrière comme les personnels dans la fonction publique et donc aura son déroulé de carrière. C'est pour ça que là, il y a un coût chargé en diminution, parce qu'on remplace une personne qui part à la retraite par une personne en début d'échelon. La commission administration générale a donné un avis favorable et le bureau également. Est-ce que cette délibération appelle des remarques ? Oui, Madame Forbin. Oui, Monsieur le Président. Moi, simplement une remarque. J'ai lu le compte-rendu de la commission TEDD qui nous a été adressé ce matin, et notamment la hausse des tarifs pour les professionnels, la hausse des dépôts en déchetterie. Alors, a priori, il y a eu du débat dans la commission et certains se sont émus de cette hausse significative. Qui va engendrer bien évidemment des dépôts sauvages. Est-ce qu'il ne serait pas possible de créer un poste aussi, un agent qui aurait la mission de faire de la prévention, de l'information et de travailler avec les professionnels pour que nos équipes d'agents communaux n'aient plus à ramasser tous les jours ces dépôts qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus souvent, et il est à craindre qu'avec cette hausse qui n'est pas neutre, ces dépôts soient de plus en plus conséquents. Concernant les dépôts sauvages, je suis surpris parce que le dernier dépôt sauvage dont moi j'ai entendu parler, c'est celui qui était sur ma commune d'ailleurs, c'était celui qui était à l'emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage. Et on a fait un... Non mais on n'est pas au courant. Donc c'est pour ça, voilà. Mais justement, ce serait bien qu'on le sache, parce que dans ces cas-là, nous on fait intervenir la gendarmerie et ça fonctionne. Là, en l'occurrence, les dépôts sauvages qui avaient lieu à Puy-Saint-André ont cessé. Il y a eu 3 entreprises
qui ont été visités et ça s'est arrêté. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement que la régie soit informée quand il y a des dépôts sauvages, parce que dans ces cas-là, nous, on a assermenté des personnels pour les dépôts sauvages. Donc là, ça vaut le coup. Donc moi, j'ignorais qu'il y avait ces dépôts sauvages sur Monétier. Donc c'est bien que la régie soit informée de cette affaire-là. Ensuite, vous le savez, il y a un projet mené par une entreprise sur le territoire pour collecter les déchets des professionnels. Sachant que la communauté de communes, normalement, ça ne rentre pas dans ses compétences. Il se trouve qu'on l'a fait et c'est très bien. Mais là, en l'occurrence, il y a une entreprise de BTP qui envisage de collecter tous les déchets, de recycler les déchets de l'ensemble du territoire. On travaille avec cette entreprise. On l'a aidé à faire des demandes de subventions pour pouvoir investir dans ces nouveaux dispositifs. Elle est accompagnée de l'entreprise Veolia, pour justement que l'organisation au sein même de cette entreprise soit effective et qu'elle soit correcte, quoi. Et là, moi, je suis persuadé que d'ici 1 an, il y aura vraiment un pôle justement de collecte et de recyclage de ces déchets du bâtiment. Donc ça peut faire aussi évoluer les choses. Après les dépôts sauvages, clairement, hein, la seule solution, c'est la verbalisation. Hein. C'est la loi, aujourd'hui c'est interdit. Hein. Donc, je te mets au défi de trouver qui a vidé son dépôt à l'air de chenage. Oui, il faut... Il y a qui partent. Ouais. Des entreprises qui sont là. Mais je ne suis pas persuadé que, parce que les tarifs en déchetterie, les tarifs ils sont aussi fixés en fonction de ce que ça coûte à la collectivité. Donc la collectivité ne fait pas des bénéfices sur les dépôts en déchetterie. Tel n'était pas mes propos, mais ça va certainement engendrer de nouveau... Oui, mais est-ce que c'est normal aussi que ce soit le contribuable qui déjà en tant que client paye dans sa facture les déchets, parce que les entreprises qui travaillent à domicile font payer normalement, c'est l'objectif. C'est comme la taxe de séjour, hein. Quand on demande aux commerçants, enfin aux hébergeurs, c'est pas eux qui payent la taxe de séjour, ils la font payer à leurs clients. C'est la même chose. Là, sur les travaux, les entreprises font de toute façon payer à leurs clients le dépôt en déchetterie. Si nous, on fait baisser les tarifs, alors pour le coup, on va augmenter, nous, les impôts du contribuable pour pouvoir subvenir aux besoins d'un service, quoi. Et là, ça pose un vrai problème pour le coup. Ma remarque n'était pas sur l'augmentation des tarifs, mais c'était sur la gestion de cette augmentation. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous, en tant que collectivité, comme chacune des collectivités autour de cette table, ça a un coût pour nous quand on va chercher ces déchets, que c'est pas anodin, donc on paye nous aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était plutôt de dire, il faut peut-être qu'on ait un agent qui soit plutôt dans la vérification des chantiers, qui passe, qui explique, qui connaisse, pourquoi pas. L'information, ça peut aussi aider. Et le coût, l'augmentation peut contribuer à payer cet agent. Tu proposes qu'il y ait un agent de la régie qui aille voir les entreprises pour leur dire quelle est la loi en fait. D'accord, ok. Ah ben pourquoi pas, après en commission c'est un truc qui peut s'étudier, après c'est aussi de l'emploi, hein, donc oui, mais pourquoi pas, c'est des propositions sur lesquelles on peut travailler. Hein. Toutes les solutions de toute façon qui permettent de faire de l'éducation, de la pédagogie, voilà. On a déjà fait beaucoup de choses, on continue. D'ailleurs, à la fin, je voulais vous parler là des dates sur la semaine du développement durable, parce que justement, la semaine par contre de la réduction des déchets, c'est bientôt. Donc on met déjà des moyens, on a eu 150 000 € d'aide du fait d'être territoire zéro déchet, et ça passe beaucoup dans l'information publique. Après, il y a un moment donné où je pense faut sanctionner. Parce que de toute façon, l'information c'est important, la pédagogie c'est important, mais on sait très bien que ça a ses limites. Donc c'est vrai que dès que vous avez des dépôts sauvages, il faut qu'on en soit informé, parce que en ciblant, en étant vigilant, il y a un moment donné, on arrive quand même à choper les gens. Hein. Moi je le vois même sur les emballages, hein. Je fais des photos. On envoie la police municipale, on l'a fait sur Briançon un certain nombre de fois. Je peux vous dire, voilà, on a les adresses. On arrive toujours à un moment donné, en ouvrant les sacs, en fouillant. D'ailleurs, il y a plein d'endroits où maintenant, à partir du moment où il y a une redevance spéciale, une redevance incitative en général, il y a une police
il y a une police qui est embauchée à ce moment-là pour justement éviter les dépôts sauvages. Hein. Et là, il y a des gens assermentés qui vont sur le territoire et qui font leur travail de verbalisation. Mais pourquoi pas proposer à la commission qu'il y ait à un moment donné une démarche auprès des entreprises, en particulier des chantiers. Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas que les entreprises locales, il y a aussi pas mal d'entreprises. Ah oui, non, mais tout à fait. Ah bon, on en trouve dans les DSE, on trouve des bidets, on trouve des chiottes partout. Je veux dire, à moindre chantier, ça c'est sûr. Eh oui. Donc on peut aussi refaire des courriers auprès des chambres consulaires, parce que ça aussi, les chambres consulaires, elles ont un rôle là-dedans en termes de formation, pour inciter leurs entreprises à respecter la loi. Donc ça, je pense que c'est aussi des pistes sur lesquelles on peut aller plus loin, tout à fait. Bien. Revenons peut-être à la délibération, si vous le voulez bien. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, délibération suivante, les finances. Donc les 2 délibérations ont été retirées. Aménagement du territoire, centre d'incendie et de secours de l'Agrave. Sébastien. Centre d'incendie et de secours de l'Agrave. Que dire? Un projet qui est dans les cartons depuis bon nombre d'années, qui a subi pas mal de versions, la version 1, la version 2, on doit être à la version 10. Il se trouve que ça doit être l'un des derniers, puisque j'ai vu que celui des Ors avait été inauguré. Ça va être l'un des derniers du département à ne pas être encore sorti de terre. Les négociations qui ont été menées au niveau financier avec brio par le président ont permis également de trouver des financements supplémentaires. C'est une bonne chose. Ça, c'est acté. Et puis maintenant, il faut qu'on ait l'assise foncière. Alors l'assise foncière, il y a eu des délibérations qui ont été passées au mois de juin, je crois. Et il faut qu'on revoie un petit peu tout ça. Donc dans les projets fonciers, les ABF lors de l'association avec ses services de l'État, des bâtiments de France, pardon, ils nous ont demandé, il avait été demandé une intégration. On était allé sur place, on avait vu un petit peu ce qui pouvait être fait. Ça nécessitait de faire reculer le bâtiment sur des parcelles qui n'étaient pas propriété ni du département ni de la communauté de communes. Des négociations ont eu lieu avec la personne privée qui avait cette parcelle. Il semble que nous sommes dans une impasse autour de tout cela. Donc en fait, le projet concernera 2 parcelles. Le projet concernera plusieurs parcelles, mais une parcelle qui est considérée comme délaissée du conseil départemental des Hautes-Alpes, et vous avez les plans qui sont cadastrés. Et l'idée, c'est donc de retirer les délibérations précédentes, d'approuver le projet de réalisation de centre d'incendie de secours de 4 travées sur la commune de La Grave, au lieu dit sous le coin Goleffre. Donc vous le savez déjà, mais j'aime bien le rappeler, cet emplacement-là a été privilégié notamment par les services de l'État, compte tenu des 2 tunnels qui isolent également les communes. En cas d'incendie dans un tunnel, les équipes de La Grave pourraient intervenir. En cas d'incendie dans l'autre tunnel, les équipes de Villard-d'Arène pourraient intervenir. Donc le choix n'a pas été pris comme ça au hasard, et il y avait eu une validation notamment de la part de la commission départementale. Ouais, de commission départementale. Donc, nous sollicitons Madame la Préfète pour l'ouverture d'une enquête publique de déclaration d'utilité publique pour la construction du centre de secours sur les parcelles de La Grave section E, 1779, 1780, 1784, 1785, en vue d'obtenir la maîtrise totale du foncier, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation. Donc nous préférions la voie amiable, et c'est vrai que nous avons des engagements signés sur certaines parcelles. Une enquête publique conjointe pour
la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de la Grave sur la parcelle E2267, d'autoriser Monsieur le Président à demander à la commune de la Grave de valider le principe de mise en compatibilité du PLU dans la procédure de déclaration d'utilité publique, donc on mènerait les deux de front, et d'autoriser le Président à signer toutes les pièces et les documents afférents à ce dossier.